RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et chères auditrices, bienvenue. Comme d'habitude, on se retrouve à 13h dans votre émission Les Masques Tombent. Alors hier, on parlait de féminisme avec Manon, la présidente de l'association Libertel. Et aujourd'hui, on parle d'addiction avec l'association Addiction France. Donc je reçois aujourd'hui Yaël Panot. Alors pour retrouver l'interview, direction notre chaîne YouTube ou en podcast, comme toujours, sur le site internet RCN. Bonjour Yaël, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien. Merci en tout cas de me recevoir. Je t'en prie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler du coup de l'association Addiction France. Alors ça parle de alcool, tabac, drogue, médicaments, écran ou jeux. Les conduites addictives peuvent toucher tout le monde directement ou indirectement. C'est ce que vous dites dans l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment elle s'est fondée en France ? Alors, l'association Addiction France, que certains vont peut-être connaître sous le nom d'AMPA, puisque nous avons changé de nom l'année dernière, c'est une association qui a 150 ans cette année. Elle a été fondée en 1872 par des personnes que je pense tout le monde connaît, Claude Bernard et Louis Pasteur, qui sont à l'origine de cette association-là, qui était peut-être un peu plus tournée sur l'alcool au départ et qui, au fur et à mesure du temps, s'est ouverte vers toutes les problématiques addictives. Et toi, comment tu as rejoint cette association à Nancy ? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience au sein de cette association ? Alors, moi, je suis arrivé en tout début 2020, un petit peu par hasard, en fait. On m'a proposé effectivement ce poste de directeur d'établissement qui m'a semblé très intéressant. D'abord sur la partie soins pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction qui sont suivies en centre de soins, mais également sur la partie prévention, qui est un champ très large, très intéressant, sur lequel on peut faire beaucoup de choses en fait. C'est ce qui m'a, on va dire, intéressé dans ce poste et qui m'a fait prendre ce poste justement en janvier 2020. Est-ce que à Nancy, maintenant, c'est une association qui est assez conséquente. Donc, tu l'as dit, elle fête ses 150 ans cette année, cette association. En termes de membres, est-ce qu'on peut parler de salariés bénévoles ? Comment ça se passe alors ? Alors, l'association, c'est effectivement des salariés, des bénévoles. Au niveau national, on va parler de 1600 salariés, de 900 bénévoles. Si on parle uniquement de l'équipe de Nancy, qui intervient sur tout le département, on va parler de 8 personnes. 8 salariés, effectivement, qui sont là essentiellement sur de la prévention. Voilà. Et une dizaine de bénévoles, on va dire, qui s'articulent entre des personnes actives qui vont nous accompagner et des personnes qui sont élues au niveau régional, élues au niveau associatif. Et au niveau, donc il y a des salariés, des bénévoles, comme tu viens de le dire. Est-ce que on en parlera un peu plus tard justement de cette sensibilisation que vous exercez au sein de l'association. Comment font les bénévoles, par exemple, si moi je veux devenir bénévole, il faut que j'ai une formation à proprement parler ou il faut déjà avoir cette formation de sensibilisation ? Alors, tout le monde peut être bénévole, finalement. Si tu as le désir de travailler sur le sujet des addictions, donner un tout petit peu de temps ou intervenir, par exemple, sur des actions festives ou simplement participer à l'évolution de l'association, tout le monde, finalement, peut se proposer comme bénévole. Alors, généralement, on demande de se présenter et de dire un peu quelles sont nos envies à devenir bénévole. Ce sont nos élus qui valident les inscriptions en tant que bénévole. Mais finalement, la motivation suffit pour être bénévole dans l'association. Alors l'association propose un accompagnement qui est médico-psychosocial des personnes qui conjuguent prévention, réduction des risques et soins, qui est également force de proposition pour faire évoluer les opinions et la législation. Quelles sont alors les actions en termes de prévention que vous menez à Nancy ? Alors je parle au niveau national et on peut parler aussi évidemment à Nancy. Alors la prévention, on peut définir 2 types. On va avoir des programmes qui sont dits probants, donc qui ont fait leurs preuves, ou prometteurs, donc qui sont en cours de validation justement de l'effectivité du programme. Et puis ces programmes-là qu'on va mettre au niveau national sur différents secteurs où il y en a besoin. Et puis des actions qui ne sont peut-être pas à l'origine des programmes cadrés, mais que l'on va nous travailler en amont avec des partenaires selon un besoin, une problématique, une demande. Donc
au niveau national, on va retrouver des programmes comme le Good Behavior Game, un programme qui vient d'Amérique et qui a des dizaines d'années d'expérience, que l'on développe par exemple en Alsace. Et puis, on va trouver des programmes prometteurs comme Prévadict, un programme qui va commencer au niveau de la primaire, qui va se concentrer sur les compétences psychosociales. En 2 mots, pression de groupe, savoir dire non, savoir avoir sa propre réflexion, ne pas subir la pression de groupe. Voilà, c'est pas spécifique aux addictions, ça va être vraiment quelque chose de général. Et puis sur des actions peut-être qui ne viennent pas de ces gros programmes, et ben en fait c'est divers et varié. On va pouvoir trouver de tout, de la sensibilisation auprès de jeunes collégiens par exemple, ou encore la création de contenus vidéo de prévention. Ça peut être très large en fait, et ça va être en fonction des différents partenaires qui vont nous solliciter sur une problématique bien précise. Ça peut être général sur les addictions, ça peut être sur une addiction bien précise. Voilà, tout dépend effectivement du besoin identifié. Est-ce que vous faites des interventions aussi tu parlais des collèges, vous faites des interventions des colloques, vous organisez des colloques, des interventions dans les universités, les écoles primaires? Alors on va être moins sur la forme de colloque, plutôt sur la forme vraiment d'intervention directe, sensibilisation. Alors c'est assez large quand on dit sensibilisation. Oui. On va plutôt être sur une action, par exemple intervenir auprès d'une classe d'une 15aine d'élèves sur une thématique, voilà, et on va effectivement en fonction du retour de cette classe-là, des besoins, de ce qu'ils vont exprimer au chargé de prévention qui va être présent pour animer cette session, et ben on va adapter en fait notre intervention. Et au niveau des membres, donc les salariés et les bénévoles, comment vous répartissez ces tâches de sensibilisation, ces actions que vous menez? Comment chacun établit son action en fait? Alors, on va surtout se baser sur les desiderata, quelque part, des salariés, sur leur envie, sur leur sensibilité. L'un d'eux va se sentir plus proche du monde de l'entreprise, où on va intervenir, alors plutôt pour du conseil, par exemple, ou de la formation des cadres, sur la sensibilisation aux dangers des problématiques d'addiction au sein du monde du travail. Et puis certains vont se sentir plus sensibles aux scolaires, aux jeunes enfants, aux étudiants par exemple. En fait, on va vraiment essayer de se répartir en fonction de ce que veulent faire les uns et les autres. Donc c'est une association, comme tu as dit, fondée en 1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur. Aujourd'hui, en 2022, on en parlera aussi des conséquences qu'il y a eu avec les confinements, la crise sanitaire. Est-ce que tu penses que ces addictions, je parle surtout en termes d'addiction d'alcool et drogue, ça a augmenté aujourd'hui en 2022? Alors effectivement, ce qu'on a constaté depuis 2020 et le premier confinement, ce qu'on a constaté, c'est 2 choses. C'est d'abord effectivement une surconsommation des personnes qu'on pouvait déjà effectivement suivre dans des centres de soins, et également des personnes qui jusque-là étaient, on peut dire, qui étaient sorties de leurs problèmes d'addiction et qui sont revenues. Peut-être parce que ils ont senti qu'ils avaient une fragilité qui allait les repousser vers la consommation, ou parce qu'ils ont réellement reconsommé. Un public qui avait été particulièrement touché, c'était les étudiants. Je pense qu'on l'a largement entendu dans les médias, et on a effectivement constaté une surconsommation d'alcool et de tabac sur le public étudiant, et alors même pas dans un cadre festif, et c'est peut-être ça qui était le plus étonnant, le plus choquant, une surconsommation seule dans son appartement d'alcool et de tabac. Voilà. Alors il y a les étudiants, mais tout le monde a été vraiment touché, et on a vu peut-être pas forcément plus de monde qui ont poussé la porte des centres de soins, mais un renfort des suivis, des personnes qui habituellement on pouvait voir qu'une fois tous les mois. On a été obligé de les voir peut-être toutes les semaines, parce qu'ils étaient sur une fragilité vraiment importante qui les poussait vers une surconsommation. Et maintenant, à cette sortie du confinement, je ne parle pas de la sortie de crise sanitaire, mais de confinement, de s'enfermer chez soi, est-ce que vous avez toujours cette augmentation de cas qui viennent vous voir, ou Alors tout à fait. Oui. Ce qu'on constate depuis 2020, c'est que nos chiffres, entre guillemets, n'ont pas baissé. C'est-à-dire qu'en termes de rendez-vous avec nos usagers, de nombre d'usagers, ça ne fait qu'augmenter. Et c'est difficile finalement de comprendre pourquoi, puisque effectivement on n'est plus en confinement, il n'y a plus de confinement, mais cette crise sanitaire est toujours là. Et on constate qu'il y a toujours ce besoin des personnes qui sont arrivées en 2020 et qui ne se sont pas sorties de cette détresse, ou encore des nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui. Donc effectivement, la situation finalement ne s'est pas améliorée. Oui. En termes de chiffres, on retrouve par exemple 13 millions de Français qui fument du tabac tous les jours, 5 millions boivent tous les jours de l'alcool, 700 000 fument du cannabis tous les jours, et 280 000 consomment occasionnellement d'autres drogues illicites. Comment on peut, je te repose la question, comment on peut expliquer ces chiffres maintenant ?
Alors, il y a une chose qui, je pense, est très présente, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la publicité. Je pense que le tabac et l'alcool, aujourd'hui, c'est pas encore suffisamment présenté comme un produit dangereux. Ce qui fait qu'on a tendance à tomber dans cette consommation sans avoir en tête les risques qu'on encourt à consommer. Il y a aussi un peu cette conscience collective, se dire, je pense que parfois c'est aussi difficile de se considérer comme addict. C'est ça, effectivement. Ce processus intérieur, on va se dire, mince, là j'ai peut-être besoin d'aller voir un professionnel pour en parler, c'est délicat. C'est délicat, on va arriver de toute façon dans un centre de soins parce qu'on va pas nous laisser le choix, on va avoir des obligations de soins qui vont être suivies, mais également des personnes, parce que l'entourage à un moment a dit stop par exemple. Ou parce que il s'est retrouvé dans des situations où il y a eu un moment une prise de conscience. Mais c'est vrai que c'est délicat. C'est peut-être une réflexion intérieure qui doit se faire et qui est jamais facile, effectivement. J'allais revenir justement à cette question de l'entourage. Est-ce que en général, ce sont la personne même qui vient vous voir justement au sein de l'association, ou est-ce que c'est aussi l'entourage qui se rend compte aussi de cette addiction qu'il prend? On va avoir les deux. On suit également l'entourage. C'est vrai qu'on a tendance à parler de consommateurs, mais l'entourage est peut tout à fait être suivi justement pour les aider déjà à appréhender une problématique d'addiction dans leur famille par exemple. Et donc on va avoir les deux cas. L'entourage à qui on va donner peut-être des billes pour emmener la personne nous voir, et puis la personne qui va venir d'elle-même, effectivement. Comment vous faites cette sensibilisation alors au sein de l'entourage Ça peut passer d'abord par des personnes qu'on va recevoir en entretien en fonction du besoin, un éducateur spécialisé, un psychologue, voilà ce type de professionnel. Et puis ça peut être aussi des actions de prévention ciblées justement sur un public particulier. Et pour les bénévoles, par exemple pour les auditeurs de RCN qui nous écoutent en ce moment même, comment on fait pour rejoindre l'association en tant que bénévole si on souhaite? Alors on peut aller sur le site internet de l'association Addiction France et on peut effectivement nous contacter directement à Nancy, voilà, et on enverra tout ce qu'il faut, les formulaires et de l'information. Voilà, quelqu'un qui s'interrogerait peut aussi simplement nous appeler, passer nous voir et puis nous poser des questions. On peut échanger avant de s'engager comme bénévole. On peut tout simplement en discuter. Et donc toi, tu disais que tu es au sein de l'association depuis 2020. Est-ce que tu as remarqué des améliorations de l'avancement en termes des actions qui ont été proposées? Alors, ce dont je me rends compte, c'est l'écoute des financeurs. Il faut savoir que les actions de prévention sont totalement financées sur des fonds publics, sur des appels à projets. Et ce qu'on constate, c'est que des sujets comme les écrans, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les écrans, ça peut être un danger, qu'il y a une surconsommation, notamment chez les jeunes. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, faire des actions spécifiques sur les écrans, c'était pas possible. On n'était pas écouté, on n'était pas entendu. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, ce qu'on voit, la progression, c'est l'écoute des décideurs là-dessus qui commencent à comprendre les dangers de certaines pratiques et certaines consommations. Alors aujourd'hui, on parle de l'association Addiction France avec Yael Panot et on va écouter maintenant Scanner de Léa Castel et Gringe sur RCN. Et on parle aujourd'hui de l'association Addiction France avec Yael. Alors je me demandais aussi au niveau des méthodes de sensibilisation que vous proposez au sein de l'association, comment vont-elles être différentes ou comment vous agissez selon les différentes addictions? Alors tout va dépendre effectivement de la problématique de départ, effectivement de l'addiction, si ça doit être général, si c'est un produit particulier, mais ça dépend aussi du public. Voilà, un très jeune public, on va pas forcément aborder tout de suite la question d'addiction. Je le disais tout à l'heure, on va peut-être plutôt aborder les compétences psychosociales. En fait, tout va dépendre vraiment de ce public-là et de la réceptivité aussi de ce public. Voilà, on va peut-être venir parce qu'on va nous dire il y a un problème de tabac chez moi. Une entreprise va peut-être nous dire ça et puis au final, quand on va discuter, quand on va échanger avec les professionnels, on va tomber sur d'autres types de consommation. On a des chargés de prévention dans notre équipe de prévention qui a cette capacité à justement adapter son intervention et les outils et les techniques qu'il va utiliser qui sont vraiment très nombreuses en fonction du public qu'il aura en face et des échanges qu'il aura avec ce public. Donc il n'y a pas finalement on va pas dire le cannabis, on va utiliser ça, le tabac, on va utiliser ça. Ça va vraiment dépendre du public, du produit et de l'échange en direct qui va se faire entre le professionnel et le public. C'est un peu des méthodes de sensibilisation qui sont sur le tas, voire... C'est ça, on vient peut-être avec un outil particulier, puis dans la pratique, on va peut-être l'utiliser différemment ou pas du tout l'utiliser.
Et aussi au niveau des confessions de personnes, des témoignages que vous recevez, est-ce que y a des personnes aussi qui reviennent un peu vers vous lorsqu'ils sont, j'ai pas envie de parler forcément de guérison, mais en tout cas que l'association leur a vraiment aidé. Est-ce que vous avez un peu des témoignages de la sorte? Alors, on a effectivement des personnes qui ont été suivies pour des problèmes d'addiction et puis qui vont continuer à être suivies parce que ils sentent ce besoin de continuer à parler avec des professionnels. On a aussi des personnes qui, on peut considérer peut-être guéries, ou en tout cas se sont sorties de cette problématique, ou en tout cas se considèrent comme étant sortis de leur problème d'addiction, mais qui vont continuer à travailler avec nous, à être bénévoles. Voilà, on a par exemple un bénévole qui fait des activités d'art auprès de nos autres usagers, voilà, parce qu'il il avait envie de participer justement à cette aventure. Et puis sur la prévention, on va avoir des partenaires avec lesquels on a monté un projet, une action, et qui va nous ressolliciter d'année en année parce que son public se renouvelle. Il a été satisfait des retours des professionnels ou du public accueilli. Il va nous demander de continuer et de renouveler d'année en année. Et au niveau des partenaires, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus des personnes, peut-être des associations qui vous entourent aussi à côté des personnes qui vont œuvrer aussi dans l'association? Alors, les partenaires, ils sont très nombreux. Ils sont vraiment très nombreux. Ça va dépendre du champ, effectivement, mais on va pouvoir, par exemple, travailler sur le festif et on va travailler avec les associations ou les sociétés qui organisent ces activités-là. En pratique, on va aussi travailler en fonction du besoin. Si on a besoin de professionnels de soins sur le département de la Meurthe-et-Moselle, on va par exemple se diriger vers les centres de soins, par exemple la Maison des Addictions à Nancy. Voilà, tout va dépendre finalement du projet qui est attendu. Voilà, tout dépend de la demande initiale. Alors tu parles de festifs, tu peux nous en parler un petit peu de ces événements festifs alors que vous organisez? Oui, alors il y en a. Alors c'est pas nous qui les organisons, on va être là, on va organiser un stand de prévention. On va en citer deux, je pense qu'ils sont très connus dans le coin. On va avoir le Nancy Jazz Pulsation et également Jardin du Michel, où nous sommes présents pour faire de la prévention générale, pour discuter avec les festivaliers, donner du matériel aussi, éthylotest et compagnie. Voilà. Alors Yael est mon invitée aujourd'hui dans Les Masques Tombent avec l'association Addiction France et on écoute maintenant En vue de Dixon sur RCN. Et je suis toujours avec Yael de l'association Addiction France, donc on en parlait hors antenne. Yael, est-ce que il y a beaucoup de champs au sein de l'association Addiction France? Est-ce que tu peux nous parler des différents champs qui contient l'association? Alors on va au niveau de la prévention vraiment intervenir sur différents champs, différentes thématiques. On va prioriser peut-être les publics dits fragiles, mais on va essayer d'intervenir vraiment un peu partout. Alors on avait parlé du festif tout à l'heure. On va également être sur le scolaire à différents niveaux scolaires. Les étudiants aussi, on va beaucoup intervenir dessus. Et sur le champ de la précarité, et là c'est très large effectivement, on va intervenir également sur le champ de la précarité. Alors peut-être la porte d'entrée est un peu plus sur l'insertion que sur l'addiction, mais c'est quand même une thématique qui est traitée dans ce cadre-là. Voilà, on va également arriver sur le milieu professionnel, sur la protection de la jeunesse, on dit PJJ pour ceux qui connaissent. Voilà, on va essayer d'intervenir sur tous ces publics-là et sur tous ces champs-là. Et on a par exemple récemment, on travaille sur le handicap, également sur le handicap, sur le public handicap qui est comme tout le monde touché par des problématiques d'addiction, mais aujourd'hui il n'y a pas encore de réponse adapté à ce public-là. Et donc, on travaille dessus avec un projet, justement, qu'on développe sur plusieurs années sur ce champ-là. Et est-ce qu'il y a des projets, des idées que vous auriez aimé mettre en place dans l'association, mais vous avez peut-être rencontré des difficultés aussi pendant la pandémie? Alors, je pense que ce qu'on constate aussi, c'est que tout ce qui va être produit, ça évolue vite. Il y a toujours des nouvelles choses qui sont inventées. Des nouvelles pratiques qui arrivent et aujourd'hui on se retrouve à ne pas traiter encore tous les problèmes, tous les produits, tous les sujets. C'est souvent un manque de temps puisque bon, c'est très large. On peut citer par exemple une pratique qui est le chemsex ou encore cette nouveauté que j'ai d'ailleurs découvert très récemment, le puff, cette cigarette électronique prédosée qui touche énormément les collégiens. Donc c'est un début comme ça et ensuite c'est des risques d'addiction au tabac accrus. Il y a également le protoxyde d'azote, ce gaz hilarant qui était peut-être une pratique réservée à des étudiants en médecine, mais maintenant qui s'est assez démocratisé et qui est un fléau sur la région depuis quelques temps. Tous ces sujets-là, on commence à les traiter, on les traite, mais peut-être aujourd'hui, il y a besoin d'aller encore un peu plus loin, de consacrer plus de temps à ces sujets-là.
Et en termes de suivi psychologique, jusqu'à combien de temps vous pouvez vous investir dans un suivi psychologique pour une personne, par exemple? Alors, je sais que c'est très aléatoire, ça dépend vraiment selon les cas, les personnes, mais est-ce que vous avez des suivis psychologiques qui sont vraiment sur la durée alors? Tout à fait. On a peut-être des personnes qui vont rester là 1 an, 2 ans, et des personnes qui vont être là pendant 10 ans, 15 ans. Tout va vraiment dépendre de leurs attentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre normalisé pour l'accompagnement. Tout part des volontés, des besoins de la personne. Et si la personne a besoin d'être suivie tout au long de sa vie, il sera suivi tout au long de sa vie, il n'y a aucun problème. Et toi, avec du recul, depuis que tu es dans l'association, quelles sont les idées, les projets que tu aimerais mettre en place, ou toutes les idées qui te viennent? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose peut-être qui manque, et j'aimerais beaucoup développer ce sujet-là, c'est la prévention en ligne, notamment à travers des influenceurs, à travers les réseaux sociaux, pour toucher un public jeune qui n'est pas forcément réceptif aux pratiques habituelles. Et je pense même que ça devient de plus en plus large, surtout depuis effectivement 2020. On est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, on est de plus en plus présent en ligne, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse développer effectivement un projet global de prévention animé vraiment des réseaux sociaux, avec des informations, des vidéos, du contenu adapté à des jeunes en fait. Est-ce que tu penses que ça aurait plus d'impact du coup au niveau des actions que vous menez au sein de l'association, si c'était plus représenté sur les réseaux? Moi j'en suis convaincu. Je pense que vraiment, si on veut toucher un public jeune, on doit absolument développer nos actions en ligne et les poursuites, parce que quand on va aller dans le scolaire, on a terminé notre action, on est reparti. Il y a aussi besoin de pouvoir poursuivre notre action en ligne avec ces jeunes-là. On a capté leur attention, autant la garder. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets futurs que vous avez au sein de l'association, ou même de sensibilisation? Comment tu vois un petit peu l'avenir au sein de l'association? Alors, on va poursuivre déjà les projets qui fonctionnent plutôt bien. On a, comme je le disais, un projet de développement sur le handicap et les addictions qui va nous prendre, je pense, beaucoup de temps. C'est assez expérimental, c'est également de la recherche avec de la création d'outils, ça prend du temps, qui va durer 3 ans. Et puis, en tout cas, je l'espère, on va travailler sur les sujets, sur les produits nouveaux, les pratiques nouvelles. En tout cas, c'est dans mes projets de pouvoir continuer à travailler là-dessus et de développer des actions concrètes sur ces sujets-là. Et un petit mot pour la fin, Yael, que dirais-tu aux éditeurs de RCN qui veulent s'engager dans l'association pour qu'ils foncent au sein de Addiction France? Appelez-nous, allez sur notre site internet, n'hésitez pas à passer, vous pouvez pousser la porte et on sera ravis de vous donner de l'information, ou de créer avec vous un projet de bénévolat sur un court terme ou du long terme. Est-ce que tu peux rappeler juste comment on peut te joindre? N'hésitez pas à aller sur le site internet ou nous appeler à Addiction France Nancy. Merci beaucoup à toi, Yael, de nous avoir parlé de l'association aujourd'hui à Addiction France. Merci de m'avoir accueilli. Aujourd'hui, dans votre émission du 13h, alors vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux. Donc, on vous retrouve sur Facebook et Twitter, il me semble. Sur Facebook et Instagram, Facebook, et Twitter également. Et Twitter. Et sur le site addiction-france.org. Grand merci aussi à Cyril, à la technique. On se retrouve demain avec l'association ADC. Très belle journée. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org